Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En ces jours de pagaille totale, nous allons passer grâce à vous un moment relaxant dont nous avons tant besoin. Vous allez être notre rayon de soleil pour une fois à la radio et pas à la télévision exceptionnellement. Bonjour Adeline Bondio. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors Adeline, on vous connaît la télévision, on connaît votre vie et là, on va vous découvrir autrement avec ce livre, Le Yoga des enfants, qui est sorti au Courrier du Livre, dont on va parler tout à l'heure dans quelques instants. À travers cette date de sortie, mais là on va revenir quand même à d'autres dates qui sont les dates importantes de votre vie, et pas seulement de votre vie. 14 octobre 1963, vous n'êtes pas né, non. Mais il y a quelqu'un qui passe pour la première fois à la télévision, c'est la première télé de la famille Blondiot avec cette chanson. Oui, je veux revoir Long Chris, votre papa, et c'est sa première télé. On le voit au Golfe de Rouault, en train de chanter ça et des chansons de cow-boy. Je ne sais pas si vous connaissez ces images, mais c'est assez étonnant. Alors je connais cette image parce que fut un temps j'animais sur M6, puisque c'était son nom à l'époque, une émission sur les scopitones. Oui. Et donc une fois ils m'ont fait la surprise de me proposer un scopitone et je me dis waouh, mais cette voix tellement intime et je la connais tellement bien. Et puis j'ai vu l'image et j'ai vu mon père en train de s'agiter et j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'était le temps des idoles et des copains et le Golfe de Rouault marchait grâce à Henri Leproux. Ce qu'on a un peu oublié, c'est que il a dirigé ce Golfe de Rouault, il était barman au départ, le café ne marchait pas, il a proposé à la propriétaire de relancer le café, il s'est endetté et ça a donné un lieu mythique pour les idoles. Et oui, que mon père a décoré d'ailleurs, oui, dont il a fait les fresques. Exactement, et vous étiez beaucoup plus tard, mais cette époque, on en parle encore dans votre famille, Adeline Blondiot? De l'époque du Golfe de Rouault. Oui. Ben, mon père a repris le chemin de la scène il y a quelques années et oui. Il fait des albums régulièrement, alors de plus en plus surréalistes et il fait des concerts aussi. Donc il a repris la guitare il y a quelques années, je trouve ça génial parce que du coup, au lieu d'être à la retraite... Il s'est remis à jouer et à chanter et à écrire. Voilà. Et vous avez chanté aussi, ça s'appelait Les Envies d'amour. Est-ce que tu les sens? Là quand je descends, les envies ça aussi, on le sait peu, Adeline Blondiot, vous avez un regard noir. Non, parce que, en fait, vous savez, passé à un certain âge, j'ai l'impression que revisite les souvenirs avec plus de tendresse et plus de bienveillance. Et l'autre jour, ma fille m'a dit « Mais c'est vrai que tu as fait un disque ?» Elle a 8 ans, je lui ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Est-ce que je peux l'entendre ?» Parce que moi, tu vois, j'aime bien chanter et j'aimerais bien savoir ce que toi, tu as fait. Et donc, je lui ai fait écouter et je me dis « C'était touchant. Moi, je l'ai fait à une certaine période pour me rapprocher de l'âme dont j'étais amoureuse à ce moment-là, pour comprendre ce qu'il vivait. Et puis j'étais avec Félix Gray qui m'a accompagnée sur ce projet, qui me l'a proposé, qui m'a accompagnée tout le long avec beaucoup de joie et de gentillesse. Et je me suis bien amusée. Voilà. Alors à l'époque, Félix Gray avait un gros succès avec Didier Barbelivien. Énorme. Et en plus, vous avez joué dans un clip de Didier Barbelivien sur sur les Vendées, sur l'histoire de la Vendée. Non, ça c'est dans les pas mariés moi. de Vendée. On dit qu'on vous voit sur Internet. Alors, dans les mariés de Vendée. C'est étrange. Non, je crois que c'est plutôt sa compagne du moment. Oui. C'était des jumelles que je connaissais, qui étaient très jolies. Donc c'est bien si on me confond avec cette fille qui est très jolie. C'est des vieilles copines, quoi, mais brunes aux yeux bleus. Au départ, le spectacle, c'était pas votre univers. Vous avez fait des études très sérieuses, très normales. Très sérieuses, oui. Enfin, très sérieuses. J'ai fait des études de lettres que je n'ai pas pu terminer, bien évidemment, parce que la vie m'a attrapée par la main de façon assez énergique pour m'entraîner vers d'autres chemins. Mais je faisais des cours de comédie avec ma prof de philo. Et il y a toujours eu, je suis née dans une famille de saltimbanques, il y a toujours eu cette fibre artistique chez nous. Toujours. Et il y a toujours eu l'acceptation de la passion des uns et des autres. C'est-à-dire que vos parents vous ont encouragé à faire du spectacle, à devenir comédienne, à chanter, Adeline ? Non, pas particulièrement. Ma mère n'était pas super fan que je sois comédienne. Elle trouvait que c'était très intrusif, qu'il fallait pas être dépendant du désir de l'autre, ce qui est un petit peu le cas de la vie du comédien. En revanche, dès que je me mettais à écrire, elle trouvait ça bien, dès qu'on dessinait, dès qu'on s'exprimait différemment. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, en tant que comédienne chez Azoulay, elle a trouvé ça sympa. Et puis quand j'ai fait de la radio, elle trouvait ça formidable. Et puis elle a réussi à m'accompagner, en fait. Et vous avez réussi un parcours qu'on n'imaginait pas, parce qu'effectivement la vie, vous avez été la femme de Johnny Hallyday. Bon, on le sait, on va pas en reparler parce que c'est pas le sujet du jour, mais ça a quand même été difficile cette période, les paparazzis. On grandit avec ce genre de choses.
Oui, et c'est très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, la célébrité, c'est quelque chose qui peut s'attraper très facilement. On se met sur Instagram avec le bon contenu ou avec la photo qui choque un petit peu, et puis ça passe. Moi, j'avais 18 ans et j'avais des paparazzis tout le temps et qui n'étaient pas forcément gentils. Et aujourd'hui, les infos sont très rapides. C'est-à-dire qu'il y a un tel flux sur Internet qu'une info en écrase une autre. Donc, ce qui faisait scandale fait scandale le temps de quelques heures, quelques jours maximum. À l'époque, c'était très très douloureux et beaucoup plus dur à porter. Surtout quand on n'était pas aguerri comme moi. Oui, surtout que vous ne pensiez pas que ça prendrait telle dimension et surtout, vous n'imaginiez pas et personne n'imaginait que vous feriez ensuite un parcours aussi fort, Adeline Blondiau. Parcours aussi fort, moi je ne trouve pas suffisamment fort, oui, évidemment. On est qu'au début. Oui, peut-être, mais je le trouve... ce que je trouve intéressant dans la vie, c'est que la vie peut vous proposer d'autres chemins auxquels on ne s'attendait pas. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec une autre date, le 22 décembre 1994. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Adeline Blondiau. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Adeline Blondiau. Il y a ce livre, Le yoga des enfants, dont on parlera tout à l'heure, mais il y a quand même d'autres choses. Et le 22 décembre 1994, si ça vous dit rien, c'est votre arrivée dans cette série. Les filles d'à côté, ça vous fait sourire. Bah oui. Et l'épisode s'intitule Adeline. Évidemment. Ah. Évidemment. Et comment vous êtes arrivée là-dedans ? Je suis arrivée là-dedans parce que je travaillais à l'époque, pour la radio Nostalgie. Je sentais qu'avec certaines pressions, on me poussait plus ou moins vers la porte et qu'il fallait que je travaille tout simplement. Et Jean-Luc Azoulay, que je connaissais depuis très très longtemps, m'avait proposé régulièrement de travailler pour lui. Il m'a dit, tu sais, le jour où tu as envie, le jour où tu es prête. Et puis un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin de bosser. Et je sortais d'un divorce un peu médiatique où beaucoup de gens n'avaient pas trop envie de s'engager avec moi de peur de certaines retombées, oui, dont cette radio citée précédemment. Et du coup, il m'a dit, moi je m'en fous, j'ai envie de bosser avec toi depuis toujours, donc viens dans mon bureau, tu regardes les séries et tu me dis dans laquelle tu veux jouer. Et donc j'ai regardé les séries. Je suis rentrée chez ma mère. Je n'habitais pas chez ma mère à cette époque-là, puisque je suis partie très tôt. Et je lui explique le rendez-vous. Elle me dit, moi, il y a une série que j'adore, c'est Les filles d'à côté. Et il y a ma grand-mère qui arrive et qui fait, moi, il y a une série que j'adore, c'est Les filles d'à côté. Donc j'ai dit, ok, d'accord. Et puis je suis repartie et je leur ai fait la surprise. Et un jour, en regardant leur épisode quotidien, elles ont halluciné en me voyant là. Et puis Jean-Luc, au bout de 2 épisodes d'essai, m'a dit, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis, moi, je rempile. Il me dit, ok, d'accord, on va écrire et tout. Donc, j'ai pas eu de nouvelles pendant 10-15 jours. Je disais, bon, dans ce métier, on se dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On se dit, pas de nouvelles, c'est mort. Et il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, je t'ai intégré à la série. Bienvenue. Le personnage est né pratiquement de vous, il vous ressemble au départ, oui, complètement. Et cette série s'appelle Les filles d'à côté. Au départ, elle s'appelait Les filles, et le titre a changé parce qu'il y a eu un vrai problème, car Les filles, c'était un spectacle de Michel Bernier, Mimi Mathy et Isabelle de Botton, et les gens confondaient. Ah donc bon, c'est devenu c'est devenu Les filles d'à côté. Et quand je suis arrivée, c'était devenu Les nouvelles filles d'à côté. Oui. Et pourquoi justement Eh bien parce que le casting avait changé, puisque Karen Cheryl est venue rejoindre aussi le casting, et puis que moi je suis venue rejoindre, et une des personnages principales venait de partir. Voilà. Et alors cette série justement, c'est un rythme de tournage très particulier. Oui. Vous avez découvert comment on travaille très vite, Adeline. Comment on travaille très vite, comment on arrive dans un studio où il fait pas encore jour et qu'on repart du studio où il fait nuit noire, des cadences très très accélérées, avec un texte qui n'est pas forcément hyper profond, où on n'a pas forcément la possibilité d'approfondir le jeu. Mais c'était mes premières armes. Et quand j'ai regardé, quand je revois certains épisodes, toujours pour ma fille, pour lui montrer ce que maman a fait avant, qu'il a été un petit peu connue, on entend que la voix est un petit peu c'est un peu une voix de tête, un peu nasillarde. La voix n'est pas encore posée parce qu'on n'avait pas le temps de tout ça, toutes ces choses-là. Mais il y avait une très bonne ambiance. Oui, mais il fallait apprendre le texte très très vite, pratiquement dans la journée. Oui, mais ça n'a jamais été un problème. Dans la journée, on apprend son texte, on l'a oublié le lendemain en général. Oui, c'est un peu la même poubelle, mais
Mais ça n'a jamais vraiment été un problème. Mais j'ai cette chance. Jean-Luc Azoulay était très précis là-dessus. Un jour, une fille qui s'appelle Cécile Auclair, qui jouait le rôle de Fanny, elle s'est plainte du rythme de tournage. Elle a été privée de série pendant 8 jours. Ah oui, ça s'appelle la mise à pied. Voilà, la série, le personnage disparaît, on ne sait pas comment, il trouve toujours une astuce. Mais dans les autres séries dans lesquelles j'ai pu jouer, il y avait pareil, cette espèce de punition, de mise à pied quand quelqu'un râlait, quand il n'était pas, quand il considérait que c'était pas assez bien payé, trop rapide, trop ci, trop ça. Ah, tu veux pas? Mais écoute, il y en a plein d'autres à la porte qui veulent ton boulot. Mise à pied, ça te fera réfléchir. Exactement, et ça a marché. Et puis, il y a eu les nouvelles filles d'à côté, puis l'aventure a continué avec une autre série. Sous le soleil, le marine est Alors là, ce sont pas mal d'années de votre vie. Ah oui, c'est une grande partie de ma vie. Vous êtes arrivé dans l'épisode 4 de Sous le soleil. Exactement. Pourquoi pas au début? Non, parce que la narration était faite de cette façon-là, oui. En fait. J'avais été castée en amont aussi, donc depuis le départ, on savait que j'y serais. Et puis il y avait Mallory qui partait de chez Azoulay pour faire ça. Mallory Moi, je suis Nataf, partie oui. de chez Azoulay aussi pour faire ça. Il m'a dit tu pars pour faire ça va être nul, ça va pas marcher. Ok, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de tourner en péloche, j'ai envie de tourner en extérieur, j'ai envie d'être confrontée avec des vrais comédiens et j'ai envie d'autre chose. Donc, il me dit écoute, va faire un tour là-bas et puis tu reviendras. Et je suis allée faire un tour là-bas et je suis revenue pour d'autres raisons bien plus tard sur d'autres projets. Ça a duré 15 ans, je crois. Ça a duré 15 ans et ça a été une chouette aventure. Et ça a été une chouette aventure, pas seulement pour les comédiens, mais pour toute l'équipe. On a créé un système, mine de rien. On a créé un système de tournage qui se passait à l'américaine. On était dans un format à l'américaine, beaucoup plus proche de Beverly Hills que de ce qui se faisait en France. Ils ont inventé le système de la double équipe qui n'existait pas en France. Ensuite, il y avait 2 équipes de tournage qui étaient parfaitement indépendantes. Qui s'étaient partagées, par exemple, il y avait 8 scénars à tourner, chacun 4 scénars. Et nous, on était cross-boardés. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on aille d'un plateau à l'autre. Donc on était toujours en plein anachronisme. Bon alors là, je l'ai quitté ou je l'ai pas quitté? Non. Sur l'équipe A, tu es encore avec lui, mais sur l'équipe B, vous êtes en plein divorce. Ok, d'accord, mais on s'aime ou on s'aime plus? Alors sur l'équipe A, et donc on avait des scripts qui étaient juste exceptionnels, des scripts qui avaient souvent pas mal de métiers derrière elle et qui tenaient la route. Et ensuite il y a eu la 3e équipe qui était une équipe muette. Mais ça faisait gagner un temps fou, puisque même moi, je me suis mise à la réalisation sur l'équipe muette. C'est-à-dire j'ai proposé d'écrire. Et le producteur a accepté, comme Bénédicte Delmas avait proposé de réaliser. Donc, il nous a laissé la possibilité de toucher à d'autres choses. Et j'ai dit, moi, je veux bien faire l'équipe muette. Ça m'intéresse parce que c'est souvent des plans assez délicats où on demandait aux filles des scènes sous la douche. Oui. Parce que c'était toujours quand elles étaient sous la douche que les filles se mettaient à pleurer. Oui. Et qu'elles se faisaient un point sur leur vie et qu'elles prenaient conscience de choses. Et je me disais, peut-être que moi, avec mon œil de femme et de comédienne, je vais être plus délicate dans mes demandes et j'obtiendrai autre chose et peut-être qu'il y aura des choses à montrer différemment. Et tant et si bien qu'un jour on m'a fait finalement on a demandé à tous les réalisateurs de la 3e équipe de se caler sur la façon dont tu prenais les femmes quand elles se douchaient, parce que tu es esthétique, pudique et en même temps sensuelle, donc j'étais contente. Et vous avez découvert Saint-Tropez. Bon, il y avait le Saint-Tropez des soirées Barclay, de Chico, de Brigitte Bardot, mais vous, c'était autre chose. C'était Alors, je l'avais vécu déjà, ce Saint-Tropez-là, avec toute ma bande de potes, et c'est vrai que j'ai appris à me lever à Saint-Tropez à l'heure à laquelle je me couchais avant. Oui. Voilà, à 6h du matin. C'est-à-dire qu'il y avait les soirées Barclay dans sa maison, après on allait au Biblos se danser jusqu'à l'aube, bien sûr. Et après on se couchait. Non, on allait au Gorive se faire un tartare poêlé, jusqu'au jour où j'ai appris que c'était de la viande de cheval. Oui, donc amoureuse des chevaux, a refusé ce genre de choses. Et ce feuilleton a marché au-delà de toute espérance. Il est vendu dans 135 pays sous le titre Saint-Tropez. Oui. C'est assez étonnant. Mais pas forcément, parce que Saint-Tropez, c'est une ville mythique. Et moi, j'étais persuadée que ça marcherait à l'étranger. Pas forcément en France, mais à l'étranger, j'étais persuadée que ça marcherait parce que Saint-Tropez, ville mythique, c'était la première fois qu'on en parlait de façon romantique, jolie,
positive. Alors qu'à chaque fois que vous voyez un reportage sur Saint-Tropez, c'est pour parler de la drogue, de la violence, de la prostitution, de tous les vices, du fric, des gens trop riches, des gens trop pauvres. Et le scénario, c'est venu comment? Parce que vous n'étiez pas scénariste au départ, Adeline. Alors moi, j'ai fait des études de lettres parce que j'ai toujours eu envie d'écrire. Voilà, donc j'ai toujours écrit. Et j'ai commencé à participer à des concours d'écriture. Et j'ai décroché une place de scénariste dans une série pour France 2. Et puis ensuite, j'ai eu aussi, j'ai fait des tests à l'aveugle pour une autre série. Et je suis arrivée avec ça pour voir mon producteur de Sous le Soleil en disant, voilà, je crois que j'ai mérité d'avoir ma chance. Il m'a mis en binôme avec un auteur et puis ensuite il m'a lâché seul et il m'a dit, bah écoute, on a de très bons retours. Le problème, c'est que je suis hyper dyslexique et que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Il me dit, nous, les fiches de lecture qu'on a sur tes scénars, c'est l'histoire est bonne. Tu fais confiance aux comédiens, c'est très bien, mais il y a quand même des fautes d'orthographe bizarres. Ouais. Et moi, j'ai connu un scénariste qui était Gérard Lauzier. Dans ses bulles, il y avait une faute par mot, voire deux. C'est vrai? Complètement. Ah, ça fait du bien. Et alors que c'était un génie de la BD. Et la BD, justement, ça fait partie aussi de votre univers. Vous avez écrit des scénarios de BD. Ah oui, oui. J'écris. C'est venu comment, ça? Pardon? C'est venu comment? C'est venu parce que l'un des réalisateurs de Sous le Soleil était fan de BD. Moi aussi, donc on échangeait énormément sur la BD. Et un jour, il me dit, voilà, j'ai fait un scénar. J'aimerais bien avoir ton œil dessus. Et puis, de l'œil, c'est passé à la parole, c'est passé à une écriture à 4 mains. Et puis, on l'a fait lire à droite à gauche. Et puis, il est arrivé jusqu'aux mains de Mourad Boudjelal, qui était à la tête des éditions Soleil, qui nous a demandé de venir dans son bureau. Et qui nous a dit, moi, les gars, ce scénar, il m'intéresse. J'en fais 2 tomes de bande dessinée et je vous signe le tome 3 et le tome 4. Qu'est-ce que vous en dites? On s'est regardé et comme 2 andouilles fans de BD, on a dit oui. Il nous a sorti les contrats, on les a pas signés, on les a pas lus, on les a signés direct. Oui, vous auriez peut-être mieux fait de les lire, non? Oui, mais en fait, comme je gagnais bien ma vie par ailleurs, je le faisais plus pour me décompresser en fait des journées assez intenses sur Sous le Soleil pour faire autre chose. C'est-à-dire que je me faisais des journées de 14 heures et je faisais 3-4 heures après de bande dessinée et ça me faisait un bien fou. Et les dessinateurs de BD ont toujours été surpris de leur succès auprès des adultes. Moi, je me souviens Hergé un jour qui m'a dit, mais moi, je pensais que j'écrivais des BD pour les enfants et lorsque les 3 hommes qui ont marché sur la Lune sont venus me voir en me demandant un autographe, j'ai compris que ça intéressait d'autres gens. Génial. T'es bien placé, on a quand même travaillé toi et moi sur... Oui, on a fait une émission qui s'appelait Adeline dans les bulles. Dans les bulles, une et émission. On a vu Gottlieb. Gottlieb qui était là, Tibet, plein de gens. Oui, on a eu des gens formidables qui sont plus là. Mais on a eu la chance de les avoir. Voilà. Et la BD continue à vous passionner. Oui, d'ailleurs, je suis sur un projet avec les éditions Lombard en ce moment. Donc j'y retourne et puis j'ai fait entre-temps des livres que j'ai édités avec un dessinateur, des livres d'enfants. Parce que j'aime bien aussi écrire pour les enfants. Des j'aime contes écrire pour les enfants. adultes. Oui, des contes pour enfants et puis des contes qui se transforment parfois en spectacle. Voilà, et il y a eu un spectacle qui s'est déroulé, d'ailleurs, que vous espérez faire tourner. Exactement, un spectacle qui s'appelle Les Contes d'Adeline, qu'on a joué tout au printemps, tant bien que mal, parce que les gilets jaunes ont un peu empêché les gens de venir jusqu'au théâtre. Oui. Donc ça s'appelait Les Contes d'Adeline. Il est parti en Belgique, où il a reçu un super bon accueil. Et là, on a envie de le faire tourner. On commence à avoir des dates pour le faire tourner à droite à gauche en France, en province. J'aime beaucoup aller en province. On est tellement bien accueillis. Oui, et puis je pense qu'ils seront heureux aussi d'apprendre que les enfants sont au cœur d'un livre dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 15 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Adeline Blondiot. Sud Radio, les clés d'une vie, celle d'Adeline Blondiot. Alors, on a parlé du passé avec les filles d'à côté, avec Sous le Soleil. Et là, le présent, c'est assez étonnant. Le 15 novembre est sorti le yoga des enfants aux éditions Le Courrier du Livre. Et on découvre une forme de yoga qu'on ne connaissait pas. D'abord, je crois que le yoga vous passionne. Oui. Et ça peut toucher les enfants. Racontez-moi ça. Alors, le yoga, c'est un compagnon de vie depuis mes 13 ans. Voilà, j'étais une petite fille assez agitée, on va dire, ce qu'on considérait aujourd'hui comme un enfant hyperactif. Oui. Et j'ai trouvé à travers le yoga une façon de me canaliser. C'est venu comme ça? C'est venu comme ça, c'est-à-dire j'étais insomniaque, très agitée, je sautais partout, j'étais jamais fatiguée, j'étais toujours en perpétuel mouvement. Et je suis tombée sur le yoga et j'ai compris qu'avec un peu de concentration, avec de la respiration, je pouvais faire autre chose de moi. Et arriver à me regrouper, me recentrer et m'ancrer différemment. Et
j'ai toujours continué à pratiquer toute ma vie. Quand j'ai pu faire un burn-out, j'ai réussi à m'en sortir aussi grâce à ça. Alors oui, il y a des aides annexes, mais le yoga et la méditation sont vraiment des compagnons au quotidien. Oui, et vous avez fait un burn-out à l'époque où le mot n'existait pratiquement pas, où on n'en parlait pas, alors qu'aujourd'hui, c'est partout. C'était honteux. Et aujourd'hui, le mot est partout. Maintenant, il est un petit peu galvaudé. Oui. Et j'avais fait un livre lors de ma grossesse. Je suis tombée enceinte à 39 ans. Donc d'un seul coup, 39 ans, 40 ans, c'est la grossesse de la quarantaine, c'est hyper dangereux. J'ai dit, vous allez voir, moi, je vais vous faire un livre de yoga sur le yoga et la grossesse. Et je ferai les photos jusqu'à la fin. Et on me voit en trépied 4 jours avant d'accoucher sur la couverture. Et c'est un bouquin qui avait reçu un assez bon accueil. Surtout beaucoup des professeurs de yoga, yoga grossesse, yoga prénatal, postnatal, parce qu'on ne laissait pas tomber la femme enceinte une fois qu'elle avait accouché. On faisait le yoga du bébé, le yoga postnatal pour la femme. Et ça me semblait logique de continuer avec le yoga des enfants. J'ai un peu enseigné le yoga des enfants. J'ai fait pas mal d'ateliers sur le yoga des enfants avec des enfants. Comment c'est venu? Pourquoi le yoga des enfants? Parce qu'on connaît le yoga, mais on ne savait pas que c'était appliqué aux enfants, Adeline. Eh bien, parce que les enfants, c'est des éponges extraordinaires. Et quand je dédicace le livre, je leur dis, ton corps est un trésor. Tu vas réussir à découvrir à quel point il est merveilleux grâce à ce livre. Mais c'est un phénomène nouveau, le yoga des enfants. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit nouveau. J'en ai fait faire à mon fils de 20 ans. Bon, bien sûr, il en fait plus aujourd'hui, mais j'en fais avec ma fille de 8 ans. Et depuis qu'elle est petite, quand elle me voit sortir un tapis, elle sort un tapis et naturellement, elle en fait avec moi. Et quand je fais du yoga avec mes copines, s'il y a les enfants qui sont là, je leur dis de sortir un tapis. Et puis il y a des cours de yoga pour enfants, il y en a peu, mais je suis allée en faire dans les écoles, par exemple. Et j'ai eu, de la part des enfants, un très bon accueil, alors que les adultes m'ont dit, tu vas voir, tu vas les tenir 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ce sera le bazar. Au bout de 50 minutes, je leur ai rendu des enfants calmes et joyeux. Alors, ce livre, Le yoga des enfants, c'est un guide pour pratiquer le yoga. Il y a des exercices, il y a tout ce qu'on peut imaginer. On vous explique vous expliquez le yoga, il y a des dessins pour faire comprendre aux enfants ce qu'ils doivent faire, Adeline. Exactement. Alors, il y a des dessins, il y a des photos. Et il y a des explications. Ce livre se positionne comme un tiers de confiance entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de prendre l'adulte pour un ringard ou l'enfant pour un ignorant. On les prend tous les deux et on leur propose un livre pour communiquer et pour arriver à se retrouver sur une pratique qui est une pratique complète, puisqu'il y a un livre d'activité pour apprendre à connaître son corps. Le schéma corporel n'est pas toujours acquis par les enfants de façon systématique. Ce que va apporter le yoga à la vie de l'enfant, et puis des photos assez simples où on voit des enfants à tout âge, de toutes les couleurs, et ça c'était très très important pour moi aussi, de toutes sortes d'enfants, avec toutes sortes de physiques aussi, pour leur montrer, voilà comment tu dois te tenir, voilà comment il serait bon de faire, et avec bienveillance par rapport à soi. Alors, il y a des enfants dont l'adolescence est gâchée parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes. Vous dites que le yoga va permettre de découvrir des capacités physiques et mentales, Adeline. Oui. On a beaucoup de capacités, on a aussi des besoins. Il y a une pyramide de Maslow qui permet aussi de réactualiser les besoins de chacun, de faire le tri dans si ce sont nos besoins ou si ce sont les besoins de nos parents que l'on porte sur les épaules. Et ça, on peut les porter jusqu'à très tard. Et puis de découvrir nos capacités et de savoir ce qu'on peut en faire. Et puis à travers le yoga et à travers la méditation, de trouver un refuge à l'intérieur de soi, d'être son meilleur ami. Et c'est la question que l'on pose à travers ce bouquin. À la fin, c'est: es-tu devenu ton meilleur ami? Oui, alors cette pyramide de Maslow, que peu de gens connaissent le terme, en fait, Abraham Maslow, il a considéré qu'il est possible que les salariés puissent, dans leur travail, s'accomplir, se réaliser, pour que le management soit participatif. C'est un des premiers à mettre ça au point. Et il a créé cette pyramide que vous adaptez donc au corps et au mental. Oui, mais c'est une pyramide qu'il a créé en 64, me semble-t-il, et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et quand on a besoin de réorganiser la pyramide des besoins, de se dire, mais pourquoi je vais pas bien? Regarde, il y a tel étage là, tu n'es pas en sécurité. Comment peux-tu t'épanouir si tu n'es pas en sécurité? Essaye d'abord de trouver la façon de te sécuriser. Dans ce livre, vous expliquez, Adeline Mondiaux, qu'il y a des rituels pour le yoga. Oui, il y a quelques petits rituels. Il y a des postures. Le silence qui est important, mais le lâcher-prise est important aussi. Et puis des petits rituels qu'on peut mettre toute la journée. Je trouve que les petites rivières font les grands fleuves et chaque posture compte. Chaque respiration qu'on va pouvoir prendre compte.
et nous nourrit et nous permet d'être plus calmes, plus dans la pleine conscience, plus à 100% dans ce que l'on fait. Alors, vous expliquez 73 postures. C'est-à-dire qu'il y a 73 postures pour bien faire du yoga. 73 postures. Et il y en a beaucoup plus. Oui. On a pris 73 postures. C'est plus que la plupart des livres qui sont proposés aux enfants. 73 postures qui me semblent essentielles et qui permettent de faire travailler des gros groupes musculaires, ce qui fait que ça gaine le corps, ça le fluidifie, ça l'assouplit, ça le renforce et ça permet aussi de travailler la posture, c'est-à-dire de se tenir correctement. Parce que les gens ne se tiennent pas correctement, le corps est flemmard, si on le laisse aller, vous allez vous tenir droit les premières minutes et puis il va s'avachir de plus en plus. Et on demande aux enfants d'être cloués sur un fauteuil, cloués sur une siège toute la journée à l'école, ce qui est un non-sens. Si on leur faisait faire de temps en temps une petite pause, ne serait-ce que toutes les 40 minutes, qui se lèvent, qui s'étirent, qui fassent 2-3 postures et qu'ensuite ils se rasseyent, on rebalancerait de l'énergie dans tout le corps. D'ailleurs, c'est très important finalement ce yoga des enfants pour progresser, pour grandir, et on le sait encore assez peu, Adeline. Oui, malheureusement, on le sait assez peu. On demande aux enfants d'être en silence, assis, attentifs, concentrés. Les adultes ne pourraient pas le faire. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils se font des pauses cigarettes, des pauses café. Les enfants, non. Ils ont la récréation et puis c'est tout. Ils ont la récréation et puis c'est tout. Sauf que c'est des petites boules d'énergie et qu'ils ont besoin de comprendre. Et c'est pour ça aussi que j'induis la notion de l'esprit singe, que ça vient pas forcément d'eux. Ce ne sont pas eux qui sont des mauvais enfants ou qui sont pas obéissants ou ci ou ça. Ce sont des enfants. Ils sont faits pour avoir un esprit qui part dans tous les sens. Ils sont faits pour pouvoir sauter, découvrir, comprendre, tester leur corps. Et il y a la respiration aussi. Ah, c'est essentiel. Essentiel. C'est-à-dire ? C'est essentiel quand on croise les gens, quand on regarde. Alors, maintenant que je suis sophrologue, c'est vrai qu'on m'écoute différemment. Mais quand on regarde les gens, souvent, on s'aperçoit qu'ils respirent à l'envers. Ils vont gonfler leur ventre à l'expiration et l'abaisser à l'inspiration. Et de se dire juste, tiens, je m'écoute 1 minute, voir comment je respire. Est-ce que je respire saccadé comme ça? Est-ce que je bâille? Est-ce que je soupire? Comment suis-je dans ma respiration? Et en 5 minutes, et ça, Servan Schreiber a laissé des livres extraordinaires, il en a laissé peu des livres, mais ils sont tous tellement magnifiques, où il parle de la cohérence cardiaque. C'est 5 minutes par jour pour revenir à un filtre émotionnel neutre. Vous avez un accident, vous vous faites insulter dans la rue, vous vous faites embêter, vous assistez à quelque chose de grave, il se passe quelque chose qui va bouger votre émotionnel, et en 5 minutes, avec une respiration de cohérence cardiaque, vous allez revenir à la norme. Moi, je fais des séances où j'apprends aux gens comment respirer et comment retrouver un filtre émotionnel neutre, c'est-à-dire qu'ils ont accès à tous leurs outils. Ils sont plus en panique. Et c'est venu comment, cette passion de la sophrologie? Parce que la sophrologie, ça date de 60, c'est un neuropsychiatre, Alfonso Casedo, qui l'a lancé. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, alors qu'à l'époque, personne n'en parlait. Mais il s'est inspiré du yoga, il s'est inspiré du zazen, il s'est inspiré de l'hypnose, il s'est inspiré de la détente érectionnelle, il s'est inspiré de tellement de choses qui font sens pour moi et que je pratiquais déjà avant, pour la plupart, que le jour où il a fallu que j'ai eu besoin, parce que nous les comédiens, on a toujours le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire? On a toujours l'impression qu'il faut qu'on montre 2 fois plus qu'on est capable que les autres, parce qu'on n'a pas été validé par des grands diplômes, par ci, par ça. Et moi, j'ai eu besoin, pour pouvoir proposer mes services aux gens, parce que je suis tournée depuis quelques années vers le mieux-être et l'aide à la personne, j'avais besoin de cadrer ça. Et je me dis, moi, je fais du yoga avec les gens, je leur propose des relaxations, je leur propose de reprendre la main sur eux, je m'occupe de gens qui font du burn-out, je m'occupe de beaucoup de jeunes qui sont sujets aux crises de panique, aux crises d'angoisse, à une mauvaise gestion des émotions, à de la colère, et qui savent pas quoi en faire. Donc je les fais travailler. Et je me suis dit, tiens, si j'avais un outil plus académique, plus cadré, je pense que je me sentirais plus légitime. Donc je suis allée regarder, j'ai suivi une formation de sophrologue, et la sophrologie est un outil supplémentaire pour pouvoir venir en aide aux gens et les accompagner. Moi, je me souviens d'un cousin dentiste qui me soignait dans les années 60. Il débutait dans la sophrologie, personne n'y croyait, il était un des pionniers, et c'est vrai que ça endormait tout de suite, on se reposait par la sophrologie. Et pourtant, le ministère de la Santé, en 2004, a dit que ce n'était pas une discipline définie et reconnue. Évidemment, c'est pas. Mais en Belgique, par exemple, ou en Hollande, ce sont des professions reconnues. Mais on s'aperçoit là qu'il y a des études qui sont faites sur les acouphènes.
s'aperçoit que la sophrologie est beaucoup plus intéressante que d'autres soins qui sont là pour le coup reconnus. Que ce soit la sophrologie ou ce yoga des enfants, c'est l'avenir pour les futures générations, Adeline Blondiot? J'espère que les futures générations, au lieu de se faire médicamenter à tout va, sans prendre la médicamentation prend en compte la maladie, mais pas toujours la personne. Et je pense que ce qu'il y a d'important avant de donner des comprimés à un enfant agité ou anxieux, faut essayer de lui parler avec bienveillance et lui proposer d'autres outils. Et c'est pour ça que je suis devenue sophrologue et que je me suis inscrite d'un seul coup sur Doctolib, où là, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé ma vie, quoi. En tout cas, ce livre, Le yoga des enfants peut changer des vies. Il est au courrier du livre. Merci Adeline Blondiot d'en avoir parlé. Et revenez quand vous voulez, parce que vous avez tellement de choses à dire pour d'autres choses. Avec plaisir.